Il y a une vérité que Sénèque murmurait dans ses lettres il y a 2000 ans, et qui encore aujourd'hui tranche comme une lame à travers les illusions modernes. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Vous êtes-vous réveillé aujourd'hui avec le sentiment que la vie vous file entre les doigts, que les jours se dissolvent en distractions vides, tandis que vos rêves restent enfermés dans des tiroirs poussiéreux? Cette sensation d'urgence silencieuse qui frappe à votre poitrine n'est pas une coïncidence. C'est votre âme qui crie qu'il est temps d'arrêter de simplement exister et de commencer, enfin, à construire, vous. La différence entre ceux qui vivent avec un but et ceux qui ne font que survivre ne réside pas dans le talent, la chance ou les circonstances, mais dans une décision apparemment simple. Choisir consciemment où investir chaque goutte de votre énergie vitale. Marc Aurèle, l'empereur qui gouvernait le monde mais se dominait lui-même, écrivait dans ses méditations que l'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Combien de fois vous êtes-vous surpris à vivre en pilote automatique, laissant les heures s'écouler entre vos doigts comme du sable, tout en nourrissant le fantasme qu'un jour, les choses s'aligneront comme par magie. La construction d'une vie extraordinaire ne se fait pas par hasard. Elle est le résultat de micro-choix quotidiens, d'une philosophie pratique qui transforme l'intention en action, la pensée en une réalité tangible. Chaque instant perdu dans un divertissement vide est une brique en moins dans la fondation de votre avenir. Chaque décision reportée est une opportunité qui s'envole dans le vent de la procrastination. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez non seulement pourquoi votre vie actuelle ressemble à une version édulcorée de vos potentiels, mais surtout comment inverser ce processus grâce à une méthode qui relie la sagesse millénaire des stoïciens aux découvertes les plus récentes en matière de neuroplasticité et de manifestation consciente. Ce n'est pas un énième contenu sur la motivation superficielle. C'est une invitation à devenir l'architecte de votre propre existence, en construisant de l'intérieur vers l'extérieur une vie qui mérite vraiment d'être vécue. Si quelque chose en vous reconnaît qu'il est temps d'arrêter de simplement rêver et de commencer à créer, écrivez dans les commentaires un mot qui résume ce que vous désirez le plus construire dans votre vie, et cheminons ensemble sur ce chemin de transformation réelle. Il y a un moment dans la vie de tout homme et de toute femme consciente où le brouillard de la routine se dissipe et ils réalisent, avec une clarté presque douloureuse, qu'ils ont vécu comme des somnambules dans leur propre existence. C'est comme se réveiller un matin et remarquer que le reflet dans le miroir montre quelqu'un que vous ne reconnaissez pas entièrement, non pas à cause des traits physiques, mais à cause du vide derrière les yeux, de l'absence de flamme, là où il devrait y avoir passion et but. Carl Jung appelait cela l'éveil de la conscience, le moment où l'âme refuse de continuer à faire semblant que tout va bien alors qu'en réalité, vous perdez de l'énergie en 1000 petites coupures imperceptibles. Chaque notification consultée inutilement, chaque conversation superficielle prolongée au-delà du nécessaire, chaque série regardée pour se détendre alors que votre cœur crie pour grandir, tout cela représente des fuites silencieuses de votre force vitale. La conscience éveillée reconnaît que l'énergie est la ressource la plus précieuse que nous possédons, plus rare que le temps, plus précieuse que l'argent, et que la plupart des gens la gaspillent, comme quelqu'un qui laisserait un robinet fuir éternellement. Sénèque, dans ses réflexions les plus profondes, observait comment les hommes gardent jalousement leurs biens matériels, mais permettent à n'importe qui de leur voler des morceaux de leur temps et de leur attention. Personne n'est plus pauvre que celui qui, ayant beaucoup de temps, ne sait pas comment l'utiliser, écrivait-il, anticipant de plusieurs siècles ce que nous appelons aujourd'hui l'économie de l'attention. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'heures de votre journée sont vraiment vôtres, libres de l'influence d'algorithmes conçus pour capturer votre esprit, d'obligations sociales vides, de soucis que vous ne pouvez pas contrôler? L'éveil de la conscience ne survient pas seulement comme une révélation soudaine, mais comme une série de petits malaises qui s'accumulent. La sensation de tourner en rond, une fatigue que le repos ne dissipe pas,
La question insistante qui résonne dans les moments de « et silence ». Est-ce vraiment ce que je veux de la vie? Lorsque ces sensations deviennent insupportables, vous avez deux choix. Vous anesthésiez encore plus ou accepter l'invitation à vous éveiller complètement. L'éveil de la conscience commence par l'honnêteté brutale de faire un inventaire énergétique de votre vie actuelle. Prenez un carnet et pendant 3 jours, notez où chaque heure est investie et plus important encore, comment vous vous sentez après chaque activité. Dynamisé ou vidé, grandi ou diminué, plus proche ou plus éloigné de la personne que vous souhaitez devenir. Marc Aurèle pratiquait ce type d'auto-examen chaque soir, révisant non seulement ce qu'il avait fait, mais comment chaque action contribuait ou nuisait à son caractère et à ses objectifs supérieurs. À la fin de la journée, écrivait-il, ne demandez pas seulement ce que vous avez fait, mais qui vous êtes devenu par vos choix. Cet exercice révélera avec une précision chirurgicale où votre énergie est siphonnée. Peut-être par cet ami qui n'appelle que pour décharger ses problèmes. Ce travail qui consomme votre âme sans nourrir vos rêves. La conscience éveillée ne juge pas ses découvertes. Elle les observe simplement avec la sérénité d'un scientifique étudiant des données importantes. L'une des fuites d'énergie les plus subtiles et les plus dévastatrices se produit dans le domaine mental, à travers ce que les stoïciens appelaient les impressions non examinées, des pensées automatiques que nous acceptons comme vraies sans les questionner. Combien de fois par jour votre esprit produit-il des soucis sur des scénarios qui pourraient ne jamais se produire? Rumine-t-il des conversations passées qui ne peuvent être changées? Ou se compare-t-il à d'autres personnes qui n'existent que dans votre imagination? Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur eux. La conscience éveillée réalise que la plus grande partie de la souffrance mentale est auto-infligée, le résultat de laisser l'esprit errer sans direction, comme un chien sans laisse. Apprendre à observer vos propres pensées sans vous y identifier automatiquement est peut-être la compétence la plus libératrice que l'on puisse développer. C'est comme avoir la capacité de regarder le film de votre propre esprit au lieu d'être emporté par le scénario. Vous restez le protagoniste, mais avec le pouvoir de modifier le script. L'énergie que nous gaspillons en essayant de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler est astronomique et la conscience éveillée apprend à distinguer avec maîtrise ce qui se trouve dans et hors de sa sphère d'influence. Sénèque disait souvent que certaines choses sont sous notre pouvoir, d'autres non, et cette simplicité apparente cache une sagesse révolutionnaire. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez à leurs opinions. Vous ne pouvez pas contrôler s'il va pleuvoir le jour de votre événement, mais vous pouvez contrôler votre préparation et votre capacité d'adaptation. Vous ne pouvez pas contrôler le marché financier, mais vous pouvez contrôler vos habitudes d'investissement et votre éducation financière. Lorsque nous dirigeons 100% de notre énergie uniquement vers ce que nous pouvons réellement influencer, chaque action devient plus puissante, chaque décision plus affirmée, chaque jour plus productif. C'est comme concentrer la lumière diffuse dans une lentille. La même énergie qui se dispersait auparavant de manière inefficace a maintenant le pouvoir d'enflammer. L'éveil de la conscience révèle également une vérité inconfortable. La plupart de nos urgences sont en fait les conséquences de ne pas avoir géré de petits problèmes lorsqu'ils étaient gérables. La facture d'électricité qui se transforme en coupure parce qu'elle n'a pas été payée à temps. La relation qui explose par manque de conversations honnêtes, le corps qui tombe malade après des années de négligence. Tout cela représente de l'énergie gaspillée de la manière la plus coûteuse possible. Marc Aurèle observait que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. La conscience éveillée accepte le passé sans lamentations inutiles, mais s'engage à ne pas répéter les mêmes schémas de négligence. Elle comprend que la prévention coûte toujours moins d'énergie que la réparation, que 5 minutes de planification peuvent faire économiser des heures de confusion.
qu'une conversation difficile, aujourd'hui, peut éviter des années de ressentiment demain. Lorsque nous commençons à traiter notre vie comme un jardin qui a besoin de soins quotidiens plutôt qu'une jungle qui sera maîtrisée un jour, chaque petite action prend une signification exponentielle. La transformation la plus profonde se produit lorsque nous réalisons que l'éveil de la conscience n'est pas un événement unique, mais un processus continu de raffinement de la perception. C'est comme nettoyer les verres de ses lunettes. Chaque fois que nous retirons une couche d'illusion, nous voyons plus clairement où notre énergie est investie ou gaspillée. Jung écrivait à ce sujet comme l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, en retirant les masques et les conditionnements accumulés au fil des années. Cela ne signifie pas devenir égoïste ou insensible, mais plutôt développer la capacité de dire oui uniquement à ce qui nourrit votre âme et contribue à votre mission de vie. Lorsque vous savez clairement qui vous êtes et où vous allez, les décisions deviennent plus simples. Tout ce qui accélère ce voyage mérite votre énergie. Tout ce qui le ralentit doit être doucement écarté. C'est une vie vécue avec une intention radicale, où chaque instant sert un but plus grand. À mesure que cette conscience s'approfondit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à attirer des expériences et des personnes qui résonnent avec cette nouvelle fréquence énergétique. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, mais une loi naturelle. Lorsque nous cessons de gaspiller de l'énergie dans des drames inutiles, cette énergie se concentre et devient magnétiquement attractive pour les opportunités alignées avec nos valeurs les plus profondes. Sénèque observait que quand l'élève est prêt, le professeur apparaît, mais ce qu'il décrivait en réalité, c'est comment la clarté intérieure crée une sorte de GPS émotionnel qui nous guide naturellement vers les personnes et les circonstances qui peuvent accélérer notre croissance. La conscience éveillée ne cherche plus le divertissement comme échappatoire, mais l'éducation comme carburant. Elle ne cherche plus la validation externe, mais la congruence interne. Elle ne cherche plus à impressionner les autres, mais à exprimer authentiquement son essence unique. Et dans cette transformation, elle découvre qu'elle vivait une vie empruntée, alors qu'elle possédait depuis toujours les clés pour créer une existence vraiment sienne. De tout, il y a une mélancolie particulière qui visite ceux qui commencent à réaliser combien d'années ils ont passé en mode automatique, comme des passagers endormis dans un train en mouvement, manquant des paysages qu'ils ne reverront jamais. Sénèque a capturé cette angoisse avec une précision chirurgicale. La vie est suffisamment longue si vous savez l'utiliser, mais nous en gaspillons la majeure partie. Le poids du temps non vécu ne concerne pas seulement les années qui sont passées, mais la conscience douloureuse que, pendant que d'autres construisaient des empires intérieurs, développèrent des talents, cultivaient des relations profondes ou créaient des héritages, vous étiez trop occupé à être occupé. C'est comme découvrir que pendant une décennie, vous avez planté sur un sol infertile, arrosant des graines qui ne pourraient jamais germer, tandis que la terre fertile de votre véritable vocation restait intacte. Chaque matin où vous vous réveillez sans but clair, chaque nuit où vous vous endormez sans le sentiment d'avoir contribué à quelque chose de plus grand que vous-même, accumule ce poids silencieux qui finit par devenir insupportable. Marc Aurèle, qui écrivait ses méditations entre les batailles et les responsabilités impériales, comprenait mieux que quiconque la pression inexorable du temps. Vous êtes venu nu au monde et vous en partirez nu, se rappelait-il, non pas pour générer de l'anxiété, mais pour cultiver une urgence sacrée, la perception que chaque jour est une opportunité irremplaçable de sculpter son âme et de contribuer au monde. Le regret, il le savait, est toujours plus cher que la discipline, car il porte en lui non seulement le poids de ce qui n'a pas été fait, mais la conscience cruelle que cela aurait pu être différent. Lorsque vous réalisez que vous avez passé des années à essayer de plaire à des gens qui ne se souviennent même pas de votre nom, à poursuivre des conquêtes qui n'ont pas apporté de satisfaction réelle, ou à éviter des risques qui auraient pu transformer complètement votre trajectoire, le poids de ce temps non vécu peut sembler écrasant. Mais les stoïciens
nous enseigne que même cette douleur sert un but. Elle est le carburant de la transformation, l'énergie émotionnelle qui peut propulser des changements radicaux si elle est canalisée correctement. La neuroscience moderne confirme ce que Sénèque pressentait il y a 2 millénaires. Notre cerveau réécrit constamment le passé en fonction de nos expériences présentes. Cela signifie que vous pouvez littéralement redonner un sens à des années de temps perdues en les transformant en leçons essentielles pour ce qui est à venir. Chaque relation toxique que vous avez tolérée vous a appris les limites personnelles. Chaque travail qui a siphonné votre âme a révélé ce que vous valorisez vraiment. Chaque opportunité perdue par peur a clarifié l'importance du courage. Jung appelait cela « opus contra naturam », travailler contre notre nature automatique pour extraire de l'or des expériences les plus sombres. Le temps non vécu se transforme ainsi, de poids mort en carburant vivant, lorsque vous développez la capacité d'extraire de la sagesse de chaque cicatrice, de la force de chaque échec, de la clarté de chaque confusion. Il ne s'agit pas de romancer la souffrance, mais de s'assurer qu'aucune expérience n'est gaspillée, que même les années les plus difficiles contribuent à la construction de la personne que vous êtes en train de devenir. L'un des aspects les plus cruels du temps non vécu est la perception que vous attendiez toujours le bon moment pour commencer à vivre intensément. Attendre la fin des études, obtenir l'emploi idéal, trouver la relation parfaite, avoir une stabilité financière, surmonter toutes les peurs, résoudre tous les problèmes familiaux, comme si la vie était un événement qui ne commence que lorsque toutes les conditions s'alignent parfaitement. Épictète, qui connaissait la prison littérale et figurative, enseignait que aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Mais la liberté ne signifie pas l'absence d'obstacles, mais la capacité de créer du sens et de la beauté même au milieu des imperfections. Chaque jour où vous reportez d'écrire ce livre, de démarrer ce projet, d'avoir cette conversation difficile ou de faire ce premier pas vers votre rêve, est un jour où vous choisissez de rester dans l'antichambre de la vie au lieu de monter sur la scène principale. La conscience du temps non vécu doit servir de réveil doux mais insistant. Le moment est toujours maintenant, les conditions ne seront jamais parfaites, et la vie extraordinaire est construite avec des matériaux imparfaits par des personnes suffisamment courageuses pour commencer là où elles sont. La comparaison est l'un des voleurs les plus sophistiqués du moment présent, car elle nous maintient piégés dans une course sans fin contre des adversaires qui ne savent même pas qu'ils sont en compétition. Lorsque vous voyez les succès des autres sur les réseaux sociaux, les réalisations de vos camarades de classe ou les accomplissements de personnes plus jeunes que vous, il est facile de tomber dans le piège de croire que vous avez raté le coche ou qu'il est trop tard pour de grandes transformations. Mais Sénèque nous rappelle que chaque nouveau départ naît de la fin d'un autre départ et que l'âge chronologique n'est qu'un nombre par rapport à l'âge de l'âme. Combien de leçons avez-vous apprises? Combien de fois vous êtes-vous réinventé? Combien de cicatrices avez-vous transformées en sagesse? L'histoire regorge de personnes qui ont créé leur chef-d'œuvre dans la seconde moitié de leur vie. Harlan Sanders avait 65 ans lorsqu'il a fondé le KFC. Laura Ingalls Wilder a publié La petite maison dans la prairie à 65 ans. Grandma Moses a commencé à peindre à 78 ans et est devenue l'une des artistes les plus célèbres d'Amérique. Le temps non vécu n'est vraiment perdu que si vous utilisez votre existence passée comme excuse pour ne pas créer une existence future extraordinaire. Le poids le plus subtil du temps non vécu vient de la perception que vous n'avez pas été complètement honnête avec vous-même sur qui vous êtes réellement et ce que vous désirez vraiment. Combien d'années avez-vous passé à essayer d'être la version de vous-même que vos parents attendaient, que la société approuvait, que vos amis reconnaissaient, mais que vous saviez au fond de vous qu'elle n'était pas authentique? Jung disait que le privilège d'une vie est d'être qui l'on est vraiment. Mais ce privilège exige le courage de décevoir certaines attentes et d'embrasser votre singularité, même lorsqu'elle ne correspond pas au moule conventionnel. Le temps passé à faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas
n'est pas seulement perdu, il ronge activement votre estime de soi et vous éloigne de votre véritable vocation. Marc Aurèle écrivait « Soyez vous-même et dites la vérité, et faites-le avec gentillesse ». La gentillesse ici n'est pas seulement envers les autres, mais envers votre propre âme, qui mérite d'être exprimée authentiquement dans le monde. Chaque jour où vous choisissez d'être authentique, même si imparfait, est un jour où vous arrêtez d'accumuler le poids du temps non vécu et commencez à construire une vie qui vous appartient vraiment. La transformation du temps non vécu en sagesse active se produit lorsque vous développez ce que les stoïciens appelaient le memento mori. Non pas une obsession morbide de la mort, mais une conscience vivifiante de la brièveté de la vie qui transforme chaque instant en une opportunité sacrée. Lorsque Marc Aurèle contemplait l'impermanence, ce n'était pas pour s'attrister, mais pour s'énergiser. Il est possible de faire de nombreuses erreurs dans la vie par la lenteur, écrivait-il, comprenant que la procrastination est la forme la plus cruelle d'auto-sabotage. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer la compte à rebours de la gratitude. Chaque matin, avant de vous lever, rappelez-vous 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, en incluant toujours une opportunité que vous avez aujourd'hui d'agir vers vos rêves. Cette pratique simple reprogramme votre esprit pour voir chaque jour non pas comme une énième répétition de la routine, mais comme un cadeau unique avec une date d'expiration. Lorsque la conscience de la finitude devient le carburant de l'action au lieu d'une source de paralysie, le poids du temps non vécu se transforme en la légèreté d'une vie vécue avec une intention radicale. Le plus beau de la compréhension du poids du temps non vécu est de découvrir qu'il peut être alchimiquement transformé en urgence créative. Chaque année passée sans que vous exprimiez vos dons uniques dans le monde devient maintenant une motivation pour ne plus perdre un seul jour à cacher votre lumière. Sénèque observait que le temps guérit tout, mais il révèle aussi tout. Et ce qu'il révèle, en fin de compte, c'est que vous avez toujours eu plus de pouvoir sur votre vie que vous n'osiez l'imaginer. La personne que vous avez été jusqu'à présent n'a pas besoin de définir la personne que vous deviendrez à partir d'aujourd'hui. C'est la magie de la neuroplasticité et du libre arbitre qui fonctionnent ensemble. Lorsque vous cessez de porter le passé comme une ancre et commencez à l'utiliser comme un tremplin, chaque expérience antérieure, même les plus douloureuses, contribue à la construction d'une version plus sage, plus courageuse et plus authentique de vous-même. Le temps non vécu cesse alors d'être un fardeau et devient le carburant qui alimente la naissance de la personne extraordinaire que vous avez toujours eu le potentiel d'être. Il y a un moment précis dans le parcours de toute âme consciente où elle s'arrête devant le miroir de la vie et fait un choix qui changera à jamais sa trajectoire. Assumez la responsabilité totale de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, et plus important encore, de tout ce qui se passera à partir de maintenant. Cette décision n'est pas seulement une pensée passagère ou une résolution du nouvel an qui se dissout à la première difficulté. C'est un engagement viscéral, une déclaration de guerre contre la médiocrité, un serment silencieux que vous ne mourrez pas sans avoir exprimé pleinement vos dons uniques dans le monde. Marc Aurèle le comprenait lorsqu'il écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font », mais il savait que les pensées sans décision ferme ne sont que des fantasmes bien intentionnés. La vraie décision a le pouvoir d'un tremblement de terre interne. Elle ébranle toutes les vieilles structures, questionne toutes les excuses familières et crée une ligne de démarcation claire entre qui vous étiez et qui vous vous engagez à devenir. C'est comme si vous signiez un contrat avec votre futur vous, promettant de ne plus le décevoir. Le mot « décision » vient du latin « decidere », qui signifie « couper », et c'est exactement ce qu'une décision authentique fait. Elle coupe toutes les autres possibilités pour se concentrer entièrement sur une direction spécifique. Sénèque observait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La plupart des gens vivent dans une sorte de limbe existentiel, gardant un pied de chaque côté de la clôture, voulant du changement,
mais n'ayant pas le courage de renoncer au confortable inconfort du statu quo. Ils disent qu'ils veulent être entrepreneurs, mais gardent l'emploi qu'ils détestent pour des raisons de sécurité. Ils disent qu'ils veulent des relations profondes, mais continuent d'investir de l'énergie dans des connexions superficielles. Ils disent qu'ils veulent une vie extraordinaire, mais refusent d'abandonner des habitudes médiocres. Une vraie décision exige ce que Jung appelait une mort psychologique. Le courage de laisser mourir l'ancienne version de soi-même pour qu'une nouvelle puisse naître. C'est comme le feu qui détruit la forêt, pour que des arbres plus forts puissent pousser sur le sol fertilisé par les cendres de ce qui a été. La neuroscience révèle que notre cerveau crée constamment de nouveaux chemins neuronaux, mais il ne se solidifie que par la répétition constante de nouveaux choix. Cela signifie qu'une décision sans action ultérieure est neurologiquement inutile. C'est comme tracer un chemin dans le sable qui sera effacé par la première vague. Épictète, qui a transformé son expérience d'esclave en une philosophie de liberté intérieure, enseignait que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive, qui détermine notre destin. Chaque petite décision que vous prenez après la grande décision est une brique posée dans la fondation de la nouvelle vie que vous construisez. Décider de se réveiller 30 minutes plus tôt pour méditer, choisir de lire un livre au lieu de regarder la télévision, opter pour une conversation honnête au lieu d'éviter les conflits, ces micro-décisions sont les muscles qui renforcent votre capacité à prendre de plus grandes décisions à l'avenir. C'est comme construire un bâtiment. Vous avez besoin de la vision architecturale grandiose, la grande décision, mais chaque brique posée correctement, les micro-décisions quotidiennes, est ce qui transforme le rêve en réalité tangible. L'un des pièges les plus subtils de la décision est la tentation d'attendre de se sentir complètement préparé ou inspiré pour commencer. Mais Marc Aurèle savait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. Et le plus grand ennemi de la décision est la procrastination déguisée en préparation. Combien de personnes connaissez-vous qui ont passé des années à se préparer à commencer à vivre, à accumuler des cours, à lire des livres, à faire des plans détaillés, mais sans jamais faire le premier pas réel vers leurs rêves? La décision authentique reconnaît que vous ne serez jamais complètement prêt, que les conditions ne seront jamais parfaites, et que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. C'est comme sauter d'une falaise avec la conviction que vos ailes pousseront pendant la chute, non pas parce que vous êtes irresponsable, mais parce que vous comprenez que certaines capacités ne se développent qu'en mouvement. La préparation sans action est de la masturbation intellectuelle. L'action sans préparation est de la témérité. La sagesse consiste à se préparer intensément et à agir courageusement, même s'il y a encore des lacunes dans vos connaissances. La décision exige également ce que les stoïciens appelaient « premeditatio malorum », la contemplation anticipée des obstacles et des difficultés qui surviendront certainement sur le chemin. Non pas pour décourager l'action, mais pour renforcer la résolution par le réalisme. Sénèque pratiquait mentalement la perte de ses biens, la trahison d'amis, l'échec de projets, non pas par pessimisme, mais pour que rien ne puisse ébranler sa détermination lorsque ces situations surviendraient inévitablement. Lorsque vous décidez de construire une vie extraordinaire, vous choisissez automatiquement un chemin plus difficile que la médiocrité confortable. Il y aura des critiques, des échecs, des moments de doute, des sacrifices qui font mal. La décision mature anticipe ces difficultés et les inclut dans le calcul, se promettant de persévérer non pas malgré les obstacles, mais à travers eux. C'est comme un alpiniste qui étudie la carte de la montagne avant de grimper. Il sait où se trouvent les passages dangereux, mais cela ne l'empêche pas de grimper. Au contraire, cela le prépare mieux à surmonter chaque défi avec sagesse et détermination. Le pouvoir transformateur de la décision se multiplie de manière exponentielle lorsqu'elle est communiquée et partagée avec des personnes qui peuvent soutenir votre parcours. Jung observait que
Ce que vous avez le plus besoin de trouver se trouvera là où vous voulez le moins chercher. Et nous avons souvent besoin du courage vulnérable de déclarer nos intentions à des personnes que nous respectons, créant une responsabilité externe qui complète notre motivation interne. Il ne s'agit pas de rechercher l'approbation ou la validation, mais de créer un réseau de soutien et de responsabilisation qui rend plus difficile de faire marche arrière lorsque la motivation initiale faiblit. Marc Aurèle écrivait ses méditations non seulement pour lui-même, mais comme une forme d'engagement public envers ses principes. Il savait que déclarer ses valeurs l'obligeait à les vivre de manière plus cohérente. Lorsque vous annoncez que vous écrivez un livre, que vous vous entraînez pour un marathon ou que vous construisez une entreprise, vous activez des forces sociales qui soutiennent votre transformation. C'est comme annoncer un mariage. La déclaration publique ajoute du poids et du sérieux à l'engagement privé. La décision authentique exige également ce que Sénèque appelait l'acquiescence, l'acceptation sereine que tout ne sera pas sous votre contrôle, mais que vous ferez de votre mieux avec ce que vous pouvez influencer. Ce n'est pas une résignation passive, mais une stratégie de guerre. Vous concentrez 100% de votre énergie sur les variables que vous pouvez contrôler, votre préparation, vos habitudes, vos réactions, vos efforts, et acceptez avec équanimité ce qui échappe à votre influence, l'économie, l'opinion d'autrui, le timing du marché, la réponse des autres. C'est comme un jardinier qui fait tout ce qu'il peut. Il plante à la bonne saison, arrose correctement, fertilise le sol, enlève les parasites, mais accepte de ne pas pouvoir contrôler la pluie ou le soleil. Cette acceptation libère paradoxalement plus d'énergie pour l'action, car vous cessez de gaspiller de la force mentale à vous soucier de facteurs externes et canalisez toute votre puissance vers ce que vous pouvez réellement façonner. La décision mature est toujours un partenariat entre un effort maximal et une acceptation sereine. Le moment le plus puissant de la décision est lorsqu'elle se cristallise en une action spécifique, mesurable et irréversible. Quelque chose que Mark Twain décrivait comme le jour où vous décidez que vous en avez marre d'être fatigué. Cela peut être l'envoi de cette lettre de démission, le fait de passer cet appel difficile, l'achat de ce cours, la réservation de ce voyage, le démarrage de ce projet que vous reportez depuis des mois. L'action transforme l'intention en réalité, la pensée en expérience, la possibilité en fait concret. Marc Aurèle savait que ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité, et chaque action courageuse crée un précédent interne qui facilite les futures actions courageuses. C'est comme allumer un feu de camp. Le premier morceau de bois nécessite plus d'efforts et de soins, mais une fois que la flamme s'établit, elle prend son propre élan et se nourrit des actions ultérieures. Lorsque vous agissez sur la base d'une décision authentique, quelque chose de fondamental change dans votre identité. Vous cessez d'être quelqu'un qui veut changer et vous devenez quelqu'un qui crée le changement. Vous cessez d'être quelqu'un qui a des rêves et vous devenez quelqu'un qui réalise des rêves. Il y a une différence abyssale entre être occupé et être en train de construire, entre remplir du temps et créer de la valeur, entre consommer des stimuli et produire du sens. Sénèque observait, avec une sagesse qui traverse les millénaires, que ce n'est pas l'homme qui a peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. La pauvreté la plus dévastatrice de notre époque n'est pas financière, mais de but. Des millions de personnes vivent anesthésiées par un divertissement infini, consommant du contenu comme si c'était de l'oxygène, mais étouffant lentement l'âme qui aspire à l'expression créative. Chaque série regardée compulsivement, chaque défilement infini sur les réseaux sociaux, chaque jeu joué pour se détendre après une journée sans but, représente un choix inconscient de rester dans les coulisses de la vie au lieu de monter sur scène. Le divertissement est devenu l'opium moderne, non pas parce qu'il est intrinsèquement mauvais, mais parce qu'il offre l'illusion de satisfaction sans exiger la croissance que l'âme désire vraiment. C'est comme manger des bonbons quand le corps a besoin de nutriments, momentanément plaisants mais énergétiquement appauvrissants.
Marc Aurèle, qui avait accès à tous les plaisirs que l'Empire romain pouvait offrir, choisissait de passer ses heures de loisirs à contempler la philosophie et à raffiner son caractère. « La meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi », écrivait-il, et le plus grand ennemi d'une vie avec un but est la facilité séduisante du divertissement passif. Lorsque vous remplacez 1 heure de Netflix par 1 heure de lecture, vous ne changez pas seulement une activité pour une autre. Vous choisissez d'être le jardinier de votre esprit au lieu d'être un consommateur des idées des autres. Lorsque vous échangez le jeu sur votre téléphone contre 15 minutes de méditation, vous investissez dans la paix intérieure au lieu de la stimulation superficielle. Lorsque vous choisissez une conversation profonde avec un ami au lieu de regarder des vidéos sur YouTube, vous construisez une connexion réelle au lieu de consommer des relations virtuelles. Ces échanges semblent petits, presque insignifiants sur le moment, mais ils sont comme des gouttes d'eau qui, accumulées au fil des ans, créent des océans de différence dans la qualité de votre existence. La vie avec un but ne naît pas d'une transformation révolutionnaire, mais de l'évolution quotidienne de choix conscients qui nourrissent l'âme au lieu de simplement la distraire. La neuroscience révèle que notre cerveau développe des chemins de moindre résistance, basés sur les stimuli qu'il reçoit le plus fréquemment. Chaque fois que vous choisissez un divertissement passif au lieu d'une activité créative, vous entraînez littéralement votre cerveau à préférer la facilité à l'accomplissement, la consommation à la création, la stimulation externe à la réflexion interne. C'est comme créer des sillons sur un chemin de terre. Plus vous empruntez le même chemin, plus il devient profond et automatique. Carl Jung comprenait cela lorsqu'il parlait de complexes autonomes, des schémas de comportement qui semblent avoir leur propre vie et nous contrôlent au lieu d'être contrôlés par nous. Briser ces schémas exige ce qu'il appelait une conscience héroïque, le courage de choisir délibérément le chemin le plus difficile parce qu'il mène à une destination plus gratifiante. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion automatique de prendre votre téléphone, et au lieu de cela, vous ouvrez un livre, écrivez une page de votre projet ou méditez pendant quelques minutes, vous réécrivez littéralement la programmation neuronale qui détermine qui vous devenez. Le but n'est pas quelque chose que vous trouvez sur une étagère ou que vous achetez dans un cours en ligne. C'est quelque chose que vous cultivez par l'expérimentation constante avec ce qui fait que votre âme se sent le plus vivante. Épictète, qui a transformé la limitation physique en une philosophie de liberté spirituelle, enseignait que aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Être maître de soi-même signifie avoir la discipline de choisir des activités qui nourrissent votre évolution, au lieu de simplement satisfaire des impulsions momentanées. Commencez par remplacer 15 minutes de divertissement passif par 15 minutes de quelque chose qui contribue à votre croissance. Cela peut être écrire dans un journal, pratiquer un instrument de musique, étudier une nouvelle langue, faire de l'exercice, cuisiner un repas sain ou simplement rester en silence à observer vos pensées. La clé n'est pas de trouver le but parfait immédiatement, mais de développer le muscle du choix conscient qui vous permettra de reconnaître votre but lorsqu'il se manifestera. C'est comme préparer le sol avant de planter. Vous ne savez peut-être pas exactement quel arbre poussera, mais vous créez les conditions pour que toute graine authentique puisse s'épanouir. L'une des découvertes les plus libératrices est de réaliser que vous n'avez pas besoin d'abandonner complètement le divertissement, mais plutôt de transformer votre relation avec lui, de la consommation compulsive à un choix conscient. Marc Aurèle ne vivait pas dans une caverne, il participait à des banquets, regardait des pièces de théâtre, appréciait la musique. La différence est qu'il faisait cela comme un assaisonnement de la vie, pas comme le plat principal. Lorsque vous regardez un film après une journée productive, il devient une récompense méritée qui ajoute du plaisir sans soustraire de but. Lorsque vous lisez de la fiction après des heures d'études ou de création, elle nourrit votre imagination au lieu de remplacer votre action. Lorsque vous jouez avec des amis après une semaine de travail concentré,
Cela renforce les relations au lieu de s'en échapper. La sagesse consiste à utiliser le divertissement comme un dessert, pas comme un repas principal. Il ajoute de la douceur à la vie lorsqu'il est consommé dans les bonnes proportions, mais peut causer un diabète existentiel lorsqu'il devient la base de votre régime émotionnel. Il s'agit de qualité, pas de quantité, de timing, pas d'abstinence, de conscience, pas de compulsion. La transition du divertissement vers le but provoque généralement ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme, une période d'inconfort où les anciens stimuli ne satisfont plus, mais les nouvelles habitudes n'ont pas encore apporté la réalisation promise. C'est comme arrêter de fumer. Il y a une période de sevrage où l'on se sent moins bien avant de se sentir mieux. Sénèque anticipait ce défi lorsqu'il écrivait « Tout nouveau départ vient de la fin d'un autre départ ». Le cerveau, habitué à des doses constantes de dopamine facile provenant du divertissement, peut protester initialement lorsque vous commencez à chercher la satisfaction dans des activités qui exigent plus d'efforts, mais offrent des récompenses plus durables. Il est normal de ressentir de l'ennui, de l'agitation, voire de l'anxiété lorsque vous remplacez le défilement infini par la lecture, les séries par la méditation, les jeux par l'exercice. Cette résistance n'est pas le signe que vous êtes sur le mauvais chemin, mais la preuve que vous rompez avec les anciens schémas et en créez de nouveaux. La persévérance douce mais ferme à travers cette période de transition est ce qui sépare ceux qui transforment leur vie de ceux qui ne font que flirter avec le changement. Le but authentique implique toujours une forme de contribution qui transcende vos besoins personnels immédiats. Il s'agit de devenir un instrument à travers lequel quelque chose de plus grand peut s'exprimer dans le monde. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et fondateur de la logothérapie, a découvert que ceux qui survivaient au camp de concentration n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, mais ceux qui maintenaient un sens du but qui allait au-delà de leur propre survie. Ceux qui ont un pourquoi de vivre peuvent supporter presque n'importe quel comment, observait-il, faisant écho à Nietzsche. Lorsque votre divertissement s'aligne sur votre but, il se transforme en quelque chose de totalement différent. Regardez des documentaires sur votre domaine d'intérêt, lire des biographies de personnes que vous admirez, écouter des podcasts qui élargissent votre perspective. Le divertissement avec un but nourrit vos rêves au lieu de vous en distraire. Il éduque au lieu de simplement divertir, il vous connecte à votre mission au lieu de vous la faire oublier. C'est la différence entre utiliser le feu pour cuisiner un repas nutritif ou simplement pour se réchauffer momentanément. Les deux impliquent du feu, mais l'un nourrit tandis que l'autre ne fait que réconforter. La véritable révolution se produit lorsque vous réalisez que votre vie peut être aussi intéressante que n'importe quelle série, aussi excitante que n'importe quel jeu, aussi engageante que n'importe quel réseau social, mais seulement si vous assumez le rôle de protagoniste actif au lieu d'observateur passif. Marc Aurèle voyait chaque jour comme un épisode dans une série épique où il était à la fois l'acteur, le réalisateur et le scénariste. Chaque décision était un choix d'intrigue, chaque défi une opportunité de développement de personnages, chaque interaction une chance d'avoir un impact positif sur les autres. Lorsque vous commencez à vivre votre vie comme une œuvre d'art en construction, le divertissement passif perd une grande partie de son attrait car vous êtes trop occupé à créer quelque chose d'extraordinaire. C'est comme la différence entre regarder quelqu'un escalader une montagne à la télévision et être vous-même au sommet, respirant l'air rare de la conquête. L'un est un plaisir temporaire, l'autre est un accomplissement permanent qui fait partie de votre identité pour toujours. Il y a une beauté presque mystique dans la simplicité d'une routine bien construite, comme un rituel silencieux qui transforme des jours ordinaires en briques de construction pour une vie extraordinaire. Marc Aurèle, qui gouvernait le plus grand empire de l'histoire, savait que sa force ne venait pas de décisions grandioses, occasionnelles, mais de petites habitudes pratiquées avec une constance religieuse. Ce que nous faisons de manière répétée n'est pas un acte, mais une habitude,
faisait écho Aristote dans son esprit lorsqu'il se levait avant l'aube pour contempler les principes qui guideraient ses actions tout au long de la journée. La routine est le fondement invisible sur lequel toute transformation authentique se construit. Invisible parce que ses effets s'accumulent progressivement, presque imperceptiblement, comme des sédiments qui, au fil des années, forment des montagnes. Chaque matin où vous vous réveillez à la même heure, chaque méditation de 10 minutes, chaque page lue avant de vous endormir, peut sembler insignifiant isolément, mais combiné, ils forment l'architecture d'une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes. C'est comme planter un chêne. Vous ne voyez pas sa croissance quotidienne, mais un jour, vous regardez en arrière et il y a un arbre majestueux là où il n'y avait qu'une graine. Sénèque comprenait que la vraie liberté ne vient pas de l'absence de structure, mais de la création consciente de structures qui servent à vos objectifs les plus élevés. Faites de chaque jour une vie complète, conseillait-il. Et la routine est ce qui rend cela possible. Elle crée un contenant temporel dans lequel vous pouvez investir de l'énergie de manière concentrée au lieu de la dissiper en décisions constamment renouvelées. Lorsque vous n'avez pas besoin de décider chaque matin si vous allez méditer, faire de l'exercice ou lire, votre énergie mentale est libérée pour des décisions plus créatives et stratégiques. C'est comme avoir un pilote automatique pour les fondations de votre vie, libérant votre conscience pour naviguer dans des eaux plus profondes. La routine élimine la fatigue de la décision, cet épuisement mental qui survient lorsque nous faisons de nombreux petits choix tout au long de la journée. Steve Jobs portait toujours les mêmes vêtements, non pas par manque de créativité, mais pour préserver son énergie mentale pour les décisions qui comptaient vraiment. Une routine bien construite fait de même. Elle automatise l'essentiel pour que vous puissiez être extraordinaire dans ce qui est unique. La neuroplasticité révèle que notre cerveau crée et renforce constamment des connexions neuronales basées sur nos schémas de comportement répétés. Chaque fois que vous exécutez votre routine matinale, vous sculptez littéralement des chemins neuronaux qui rendent ces comportements plus automatiques et moins résistants. C'est comme créer un sillon sur un chemin de terre. Plus vous empruntez le même chemin, plus il devient facile et naturel de le parcourir. Carl Jung observait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et la routine est l'outil qui permet ce regard intérieur de manière cohérente. Lorsque vous méditez à la même heure tous les jours, vous entraînez votre esprit à entrer plus facilement dans des états d'introspection. Lorsque vous lisez avant de dormir toujours au même moment, vous conditionnez votre cerveau à associer cette heure à l'apprentissage et à la croissance. La routine n'est pas une prison, mais un rail qui conduit votre énergie dans la direction de vos valeurs, de manière si douce qu'éventuellement vous oubliez que vous êtes transporté et profitez simplement du paysage de la transformation. Le pouvoir transformateur de la routine se multiplie lorsqu'elle est construite autour de rituels de connexion avec votre moi le plus profond, pas seulement de productivité externe. Épictète, qui a transformé la limitation physique en une philosophie de liberté intérieure, pratiquait chaque aube ce qu'il appelait l'examen matinal. Quelques minutes pour clarifier ses intentions pour la journée et aligner ses actions avec ses principes. Chaque soir, il pratiquait l'examen du soir, révisant la journée non pas pour juger, mais pour apprendre. Ces rituels simples créaient des points de pause conscientes qui empêchaient sa vie de devenir une course effrénée sans direction. Votre routine peut inclure 5 minutes de gratitude au réveil, 15 minutes de marche contemplative, une demi-heure de lecture philosophique, quelques minutes d'écriture dans un journal. Peu importe exactement les activités que vous choisissez, mais plutôt qu'elle crée des moments réguliers de connexion avec vos valeurs, vos rêves et votre nature la plus authentique. C'est comme avoir des rendez-vous avec vous-même, des engagements sacrés qui honorent la personne que vous êtes en train de devenir. La résistance à la routine vient généralement de la confusion entre rigidité et constance, entre prison et structure libératrice.
Marc Aurèle ne suivait pas sa routine comme un robot, mais comme un artiste qui a maîtrisé les bases et peut maintenant improviser avec maîtrise. La routine véritablement efficace est suffisamment flexible pour s'adapter aux circonstances, mais suffisamment constante pour créer un élan. Si vous méditez normalement à 6 heures du matin, mais que vous avez dû vous réveiller à 5 heures pour un voyage, vous méditez à 5 heures. Si vous avez l'habitude de lire pendant 1 heure, mais que vous n'avez que 15 minutes de disponible, vous lisez pendant 15 minutes. L'important n'est pas la perfection rituelle, mais le maintien de l'intention grâce à une adaptation intelligente. Sénèque voyageait constamment à travers l'Empire, mais il portait toujours ses livres et maintenait ses pratiques de réflexion, les adaptant aux navires, tentes ou palais où il se trouvait. La routine mature est comme un arbre fort. Ses racines sont profondes et stables, mais ses branches se plient avec le vent sans se briser. Elle offre la stabilité sans la rigidité, la structure sans l'étouffement, la constance sans l'obsession. L'un des aspects les plus puissants de la routine est sa capacité à créer ce que les psychologues appellent l'identité basée sur les habitudes. Vous commencez à vous voir non pas par vos objectifs, mais par vos systèmes quotidiens. Au lieu de vous identifier comme quelqu'un qui veut écrire un livre, vous devenez quelqu'un qui écrit tous les jours. Au lieu de quelqu'un qui veut être en forme, vous devenez quelqu'un qui fait de l'exercice régulièrement. Ce changement d'identité est profondément transformateur, car vos comportements découlent naturellement de votre perception de qui vous êtes, au lieu d'être des efforts constants contre votre nature. Marc Aurèle ne se forçait pas à être discipliné, il était discipliné, et cette identité rendait les choix disciplinés automatiques. Jung observait que vous êtes ce que vous faites de manière répétée, et la routine est le ciseau qui sculpte votre identité par la répétition consciente d'actions alignées avec vos valeurs. Chaque matin où vous accomplissez votre routine, vous ne faites pas seulement des choses, vous devenez quelqu'un, façonnant le type de personne qui fait naturellement le genre de choses que les gens extraordinaires font. La routine crée également ce que Sénèque appelait un sanctuaire temporel, des espaces sacrés dans votre journée qui restent inviolés par l'urgence externe, où vous pouvez vous reconnecter à votre centre et recharger votre énergie pour faire face aux défis de la vie avec sérénité et sagesse. C'est comme avoir une île de tranquillité au milieu de l'océan, agité des responsabilités quotidiennes. Lorsque vous savez que chaque matin vous aurez 30 minutes de paix garantie, vous pouvez faire face à des réunions stressantes avec plus d'équanimité. Lorsque vous êtes sûr que chaque soir vous consacrerez du temps à la lecture, vous pouvez gérer des jours chaotiques en sachant que vous terminerez avec quelque chose de nutritif pour l'âme. La routine crée la prévisibilité au milieu de l'incertitude, la stabilité au milieu du changement, un centre au milieu du chaos. C'est comme avoir une ancre émotionnelle qui vous maintient connecté à vos valeurs, même lorsque les tempêtes de la vie tente de vous éloigner de votre véritable cap. Ce n'est pas de l'évasion, mais de la stratégie. Vous vous fortifiez dans les moments de calme pour être mieux préparé aux moments de turbulence. Le miracle silencieux d'une routine bien exécutée est qu'elle finit par devenir invisible. Vous cessez d'y penser comme un effort et commencez à la vivre comme un flux naturel. C'est comme apprendre à conduire. Au début, chaque mouvement exige une concentration consciente, mais avec le temps, cela devient si automatique que vous pouvez conduire en pensant à autre chose. Lorsque votre routine atteint ce niveau d'intégration, elle libère d'énormes quantités d'énergie mentale qui étaient auparavant dépensées en résistance interne et en négociation constante avec vous-même. Marc Aurèle est arrivé à un point où sa philosophie n'était pas quelque chose qu'il étudiait, mais quelque chose qu'il vivait. Ses principes stoïciens étaient devenus si intégrés par la pratique quotidienne qu'ils émergeaient naturellement dans chaque situation. La routine mature crée ce type d'intégration, des valeurs qui deviennent des réflexes, de la sagesse qui devient instinct, de l'excellence qui devient une seconde nature. C'est quand vous réalisez que vous ne construisez plus des habitudes. Les habitudes vous construisent, vous façonnant progressivement en la personne que vous avez toujours eu le potentiel de devenir. Et dans cette transformation silencieuse,
vous découvrez que la plus grande révolution ne se produit pas par des changements dramatiques, mais par l'évolution constante et presque imperceptible que seule la routine consciente peut offrir. Il y a un type de courage qui est plus difficile que d'affronter des dragons ou d'escalader des montagnes. Le courage de lâcher ce qui ne sert plus la personne que vous êtes en train de devenir, même lorsque cette décision blesse le cœur et déçoit des gens que vous aimez. Sénèque connaissait intimement cette lutte lorsqu'il écrivait « Il est impossible de porter une torche vers l'avenir si vos mains sont accrochées au passé. La vie extraordinaire exige une sorte de curation existentielle constante. Vous devez régulièrement examiner vos relations, vos environnements, vos croyances et vos engagements, en vous demandant avec une honnêteté brutale, est-ce que cela nourrit toujours mon évolution ou me maintient-il piégé dans une ancienne version de moi-même? La réponse n'est pas toujours confortable, car nous découvrons souvent que des personnes que nous aimons, des lieux qui nous donnent de la sécurité, ou des identités que nous avons cultivées pendant des années, peuvent saboter inconsciemment notre croissance. C'est comme une plante qui a besoin d'être transplantée dans un pot plus grand. L'ancien pot n'est pas mauvais, il est simplement devenu trop petit pour contenir ce qu'elle est en train de devenir. Carl Jung comprenait que ce à quoi vous résistez persiste. Et nous résistons souvent à lâcher prise, parce que nous confondons l'attachement avec l'amour, la familiarité avec le confort, ou la peur du changement avec la loyauté. Combien de personnes restent dans des relations qui vident leur énergie parce qu'elles estiment que c'est cruel de partir? Combien restent dans des environnements toxiques parce que c'est plus facile que d'affronter l'inconnu? Combien maintiennent des amitiés superficielles ou destructrices parce qu'ils ont une histoire avec ces personnes? Marc Aurèle observait que la vie est trop courte pour être petite, et se maintenir petit pour accommoder les peurs ou les limites des autres est une forme subtile d'auto-trahison. Lâcher prise ne signifie pas devenir insensible ou égoïste. Il s'agit d'honorer la croissance qui se produit en vous et de créer de l'espace pour que des relations et des expériences plus alignées puissent s'épanouir. C'est comme nettoyer un jardin. Vous enlevez les plantes qui ne prospèrent pas, non pas parce que vous les détestez, mais pour que celles qui ont un réel potentiel aient de l'espace et des nutriments pour se développer pleinement. La neuroplasticité révèle que notre cerveau est constamment façonné par l'environnement dans lequel nous choisissons de vivre, et cela inclut l'environnement humain. Les personnes avec qui nous passons du temps régulièrement influencent littéralement la formation de nos réseaux neuronaux. Si vous êtes constamment entouré de pessimisme, de drame ou de médiocrité, votre cerveau développe des chemins neuronaux qui rendent ces fréquences plus familières et automatiques. Ce n'est pas une coïncidence si vous devenez similaire aux 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. C'est de la neurologie de base. Épictète, qui a transformé les limitations externes en liberté intérieure, enseignait que vous êtes la moyenne des compagnies que vous gardez, mais aussi que il vaut mieux être seul que mal accompagné. Lâcher prise sur des personnes qui siphonnent constamment votre énergie ou découragent vos rêves n'est pas de la cruauté. C'est de l'auto-préservation intelligente. C'est comme cesser de fréquenter un restaurant qui vous sert toujours de la nourriture avariée. Vous n'êtes pas méchant avec le restaurant, vous choisissez simplement de nourrir votre corps correctement. Le même principe s'applique à la nutrition émotionnelle et spirituelle. L'un des aspects les plus difficiles de lâcher prise est lorsque cela implique des membres de la famille ou des personnes qui ont été importantes dans les phases précédentes de votre vie, mais qui représentent maintenant des ancres qui empêchent votre mouvement vers l'avenir. Sénèque a géré cela lorsqu'il a dû naviguer dans les complexités politiques de Rome, en maintenant des relations nécessaires sans compromettre ses valeurs philosophiques. La sagesse ne réside pas dans la rupture brutale de tous les liens problématiques, mais dans la création de limites saines qui protègent votre énergie et votre direction. Cela peut signifier réduire la fréquence des contacts, changer le type de conversation que vous êtes prêt à avoir, ou simplement cesser de chercher la validation ou l'approbation de personnes qui ne peuvent pas comprendre ou soutenir votre parcours. Jung appelait cela la différenciation,
le processus de se séparer psychologiquement des attentes familiales ou sociales qui ne reflètent pas votre nature authentique. C'est comme apprendre à nager. À un certain moment, vous devez lâcher le bord de la piscine et vous fier à vos propres forces pour rester à flot. Le soutien externe est précieux, mais il ne doit pas devenir une dépendance qui entrave votre autonomie et votre croissance. Lâcher prise implique également d'abandonner d'anciennes versions de vous-même, des identités, des rôles ou des images que vous avez cultivées, mais qui ne reflètent plus qui vous êtes en train de devenir. Marc Aurèle a traversé cette transformation lorsqu'il a dû cesser d'être simplement un étudiant en philosophie pour devenir un chef qui appliquait la philosophie au gouvernement d'un empire. Chaque évolution exige une mort symbolique. Vous devez permettre à la personne que vous étiez de mourir pour que la personne que vous êtes en train de devenir puisse naître. Cela peut être terrifiant, car cela signifie renoncer à la prévisibilité d'une identité connue en faveur de l'incertitude d'une personnalité en développement. Peut-être que vous devez cesser d'être le drôle du groupe pour explorer votre sérieux intellectuel, ou cesser d'être celui qui aide toujours tout le monde pour apprendre à donner la priorité à vos propres besoins. Ce n'est pas une trahison de votre caractère, c'est l'évolution de votre caractère. C'est comme un papillon qui doit cesser d'être une chenille. Les deux sont des phases naturelles du même être. Mais essayer de rester une chenille quand il est temps de voler, c'est nier sa propre nature en développement. La pratique stoïcienne de la visualisation négative peut aider dans le processus de lâcher prise, vous permettant de contempler à l'avance ce que serait la vie sans certaines personnes, lieux ou identités que vous hésitez à lâcher. Sénèque méditait régulièrement sur la perte d'amis, de biens ou de statuts, non pas pour devenir pessimiste, mais pour réduire l'attachement névrotique qui empêche les décisions sages. Lorsque vous imaginez vivement ce que serait de vivre sans cette relation toxique, ce travail qui vide votre âme ou cette version de vous-même qui recherche constamment l'approbation externe, vous découvrez souvent que la réalité serait plus libératrice que terrifiante. La visualisation négative révèle que bon nombre de nos attachements sont basés sur une peur fantaisiste, au lieu d'un besoin réel. C'est comme avoir peur de sauter en parachute jusqu'à ce que vous découvriez que vous voliez déjà. Souvent, ce que nous pensions nous soutenir nous empêchait en fait de découvrir notre capacité naturelle à voler. La contemplation anticipée de la perte réduit la terreur de l'inconnu et clarifie ce qui compte vraiment par rapport à ce que nous gardons par habitude ou insécurité. Le processus de lâcher prise est progressif et exige ce que Jung appelait une fonction transcendante. La capacité de maintenir des tensions opposées, amour pour la personne et besoin de distance, gratitude pour le passé et excitation pour l'avenir, sans forcer une résolution prématurée. Il n'est pas nécessaire de diaboliser ce que vous laissez derrière vous pour justifier votre mouvement vers le nouveau. Vous pouvez être reconnaissant pour la phase qu'une personne a représentée dans votre vie, tout en reconnaissant que cette phase est arrivée à son terme. Vous pouvez honorer les leçons qu'un environnement vous a apprises tout en acceptant qu'il est temps de passer à des défis plus grands. Marc Aurèle pratiquait cela constamment, honorant ses responsabilités d'empereur tout en se préparant philosophiquement à tout laisser derrière lui un jour. La sagesse consiste à garder le cœur ouvert à ce qui a été, tout en gardant les bras ouverts à ce qui vient. C'est comme danser. Vous devez enlever le poids d'un pied pour pouvoir faire le pas suivant, mais vous ne niez pas le pied qui vous a soutenu jusqu'à ce moment. La transformation la plus profonde se produit lorsque vous réalisez que lâcher prise ne concerne pas la perte, mais le fait de faire de la place dans votre vie, votre esprit, votre cœur, votre emploi du temps, pour des expériences qui sont plus alignées avec la personne que vous êtes en train de devenir. Sénèque observait que la nature a horreur du vide, et lorsque vous créez courageusement de l'espace en enlevant ce qui ne sert plus, la vie remplit rapidement cet espace avec des opportunités, des personnes et des expériences qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. C'est comme nettoyer un placard. Au début, il semble vide et étrange,
Mais vous découvrez bientôt que vous avez de la place pour des vêtements qui reflètent vraiment votre style actuel. Chaque relation toxique que vous retirez doucement de votre vie crée de l'espace pour des connexions plus authentiques. Chaque engagement énergivore que vous annulez libère du temps pour des activités qui nourrissent votre âme. Chaque croyance limitante que vous remettez en question et écartez ouvre votre esprit à des possibilités qui semblaient auparavant impossibles. L'acte de lâcher prise devient paradoxalement un acte de réception. Vous lâchez ce qui est trop petit pour contenir vos rêves et vous embrassez ce qui est suffisamment expansif pour accueillir votre évolution continue. Il y a une vérité que Marc Aurèle a découverte entre les batailles et les responsabilités de l'Empire. Tout ce qui existe dans le monde extérieur a d'abord été créé dans le royaume invisible des pensées, des émotions et des intentions. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez de la force, écrivait-il dans ses méditations nocturnes, comprenant que la plus grande construction que quiconque peut entreprendre n'est pas celle de bâtiments ou d'entreprise, mais de sa propre conscience. Le voyage de la construction intérieure est la reconnaissance que vous êtes simultanément l'architecte, le constructeur et la matière première de votre propre transformation. Chaque pensée que vous choisissez de nourrir, chaque émotion que vous décidez de traiter avec sagesse, chaque croyance que vous questionnez et raffinez, sont des briques dans la fondation de la réalité que vous vivrez. Ce n'est pas du mysticisme vide, mais de l'ingénierie consciente. Lorsque vous construisez la clarté intérieure, le monde extérieur reflète cette clarté. Lorsque vous cultivez la paix interne, vous attirez des circonstances plus harmonieuses. Lorsque vous développez une confiance authentique, des opportunités qui exigent du courage apparaissent naturellement sur votre chemin. Carl Jung a consacré sa vie à cartographier cette géographie intérieure, découvrant que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La construction intérieure exige le courage de faire de l'archéologie psychologique, d'éterrer les couches de conditionnement, identifier les schémas inconscients qui régissent vos réactions et planter consciemment de nouvelles graines dans les sols fertiles de l'esprit. C'est comme rénover une maison. Vous devez d'abord comprendre la structure actuelle avant de pouvoir la repenser. Vos croyances sur l'argent ont-elles été héritées de vos parents ou consciemment choisies? Vos réactions aux conflits ont-elles été apprises dans l'enfance ou développées par une réflexion mature? Votre concept de réussite reflète-t-il vos valeurs authentiques ou des attentes sociales intériorisées? Sénèque pratiquait cet auto-examen quotidiennement, se demandant « Quelle blessure ai-je guérie aujourd'hui? À quelle faiblesse ai-je résisté? Où puis-je m'améliorer ?» La construction intérieure ne consiste pas à devenir parfait, mais à devenir conscient. Et la conscience est le premier pas vers toute transformation authentique qui perdure au-delà des motivations temporaires. La neuroplasticité confirme scientifiquement ce que les stoïciens savaient intuitivement. Notre cerveau se réorganise constamment en fonction des schémas de pensée que nous choisissons de répéter. Chaque fois que vous remplacez une pensée de pénurie par une d'abondance, vous recablez littéralement des circuits neuronaux. Chaque fois que vous réagissez au stress avec une respiration consciente au lieu d'une réaction automatique, vous renforcez les chemins qui favorisent l'équilibre. Chaque fois que vous choisissez la gratitude au lieu de la plainte, vous entraînez votre cerveau à remarquer plus d'aspects positifs de la réalité. Épictète, qui a transformé les limitations physiques en liberté spirituelle, enseignait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais les jugements qu'ils portent sur eux. » La construction intérieure est essentiellement le développement de la capacité à choisir consciemment comment interpréter et réagir aux expériences de la vie. C'est comme installer un nouveau système d'exploitation dans votre esprit. Un système qui traite les informations avec plus de sagesse, d'efficacité et d'alignement avec vos valeurs les plus profondes. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais par la pratique constante de petits choix qui créent progressivement de grands changements.
L'un des aspects les plus puissants de la construction intérieure est le développement de ce que Jung appelait une fonction transcendante. La capacité à maintenir des tensions apparemment contradictoires sans forcer une résolution prématurée, permettant à une troisième voie d'émerger qui transcende la polarité initiale. Marc Aurèle illustrait cela en équilibrant des responsabilités externes massives avec la culture de la sérénité interne, l'action dans le monde avec le détachement des résultats, l'amour pour l'humanité avec l'acceptation de ses imperfections. La sagesse intérieure reconnaît que vous pouvez être à la fois ambitieux et paisible, fort et vulnérable, confiant et humble. La construction intérieure ne consiste pas à éliminer les contradictions, mais à développer une ampleur suffisante pour les contenir avec grâce. C'est comme apprendre à danser avec différents partenaires simultanément. Cela exige de la coordination, de la pratique et surtout la capacité de rester centré tout en se déplaçant avec fluidité entre des énergies apparemment opposées. Cette compétence devient inestimable dans un monde qui présente constamment des dilemmes qui n'ont pas de solution simple, mais qui peuvent être navigués avec une sagesse qui transcende la pensée binaire. La discipline spirituelle de la construction intérieure implique toujours une forme de pratique contemplative régulière, des moments dédiés à l'observation du mouvement de son propre esprit sans être emporté par lui. Sénèque avait ses périodes de réflexion philosophique, Marc Aurèle ses méditations écrites, Épictète ses exercices d'examen mental. La forme spécifique importe moins que la constance. Il peut s'agir de méditation silencieuse, d'écriture contemplative, de promenade dans la nature, ou simplement de 5 minutes par jour d'observation consciente de la respiration. Ces moments de pause créent de l'espace entre le stimulus et la réaction, vous permettant de choisir au lieu de simplement réagir. C'est comme créer un contrôle du trafic aérien pour les pensées et les émotions qui arrivent et partent constamment dans votre conscience. Vous observez tout, mais vous décidez consciemment dans quel vol vous allez embarquer. La pratique régulière de la contemplation développe ce que les stoïciens appelaient la prosoche, l'attention au moment présent qui rend possible l'action sage. Ce n'est pas une évasion de la réalité, mais un engagement plus profond avec elle grâce à une conscience qui n'est pas obscurcie par la réactivité mentale. La construction intérieure exige également ce que Sénèque appelait les indifférents préférés. La capacité de travailler intensément vers des objectifs tout en restant intérieurement libre de l'attachement à des résultats spécifiques. C'est le paradoxe de l'effort sans anxiété, de l'ambition sans désespoir, du soin sans dépendance. Marc Aurèle pouvait diriger des armées et gouverner des empires tout en maintenant son équanimité interne, car il avait développé la sagesse de ne contrôler que ce qui était vraiment sous son contrôle. Ses pensées, ses valeurs et ses réactions, tout en acceptant tout le reste avec une indifférence sereine. Ce n'est pas une indifférence d'apathie, mais une indifférence de sagesse qui reconnaît que les circonstances externes sont finalement temporaires et imprévisibles, tandis que les états internes peuvent être cultivés et soutenus par une pratique consciente. C'est comme être un excellent nageur qui aime nager par tous les temps. Vous faites de votre mieux, quelles que soient les conditions, trouvant la satisfaction dans la qualité de votre coup de bras au lieu de simplement dans la température de l'eau. Cette liberté interne crée une fondation de paix que les circonstances externes ne peuvent ébranler, car elle ne dépend pas des circonstances externes pour se maintenir. La transformation la plus profonde de la construction intérieure se produit lorsque vous réalisez que vous n'améliorez pas simplement une personnalité existante, mais que vous découvrez et exprimez une nature essentielle qui a toujours existé sous des couches de conditionnement et d'attente sociale. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment au lieu de qui vous pensez devoir être. Marc Aurèle a passé des années à découvrir que sous ses rôles d'empereur, de fils, de mari, il y avait un moi essentiel qui se caractérisait par la sagesse, la compassion et l'intégrité,
et que s'aligner sur cette nature essentielle apportait plus de satisfaction que n'importe quelle réussite externe. La construction intérieure, en fin de compte, consiste à enlever plutôt qu'à ajouter, enlever les fausses croyances, les peurs inutiles, les masques inauthentiques, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que votre vraie nature dans toute sa puissance et sa beauté. C'est comme un sculpteur qui enlève l'excès de pierre pour révéler une statue qui a toujours été cachée à l'intérieur du marbre. Le travail ne consiste pas à vous créer, mais à découvrir et à exprimer le chef-d'œuvre que vous avez toujours été, attendant patiemment sous des couches de confusion pour être révélé par une attention patiente et aimante au paysage intérieur de votre propre conscience. Le miracle final de la construction intérieure est de reconnaître que, au fur et à mesure que vous vous transformez intérieurement, vous commencez naturellement à attirer des circonstances externes qui correspondent à votre nouvelle fréquence. Ce n'est pas parce que l'univers répond magiquement à vos pensées, mais parce que lorsque vous agissez à partir de la clarté, de la sagesse et d'un pouvoir authentique, vous prenez de meilleures décisions, construisez des relations plus solides et agissez de manière plus efficace. Sénèque observait que la chance est là où la préparation rencontre l'opportunité, mais la préparation ici inclut non seulement les compétences externes, mais aussi les qualités internes, comme le discernement, le courage, la persévérance et la sagesse. Lorsque vous construisez ces qualités par un travail intérieur constant, vous reconnaissez et saisissez naturellement des opportunités que d'autres manquent, vous naviguez les défis avec plus de grâce et vous contribuez au monde de manière à créer des boucles de rétroaction positives. La vie externe devient le reflet de la vie interne, non par une intervention mystique, mais par une loi naturelle. Lorsque vous plantez des graines de sagesse, de compassion et d'authenticité dans votre jardin intérieur, vous récoltez naturellement des expériences qui sont cohérentes avec ces qualités. Et dans cette prise de conscience, vous découvrez que vous cherchiez à l'extérieur ce qui ne pouvait être trouvé qu'à l'intérieur, construisant extérieurement ce qui ne pouvait être soutenu que par une fondation de force intérieure, de clarté et de paix inébranlables. Le voyage que nous avons parcouru ensemble dans ces réflexions nous a conduits au seuil d'une vérité que Sénèque murmurait dans ses derniers écrits. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive, qui détermine notre bonheur. Vous comprenez maintenant que chaque instant gaspillé dans une conscience limitée, chaque énergie perdue dans des relations toxiques, chaque jour vécu sans but clair, représente un choix, et que vous avez toujours eu le pouvoir de choisir différemment. La construction d'une vie extraordinaire n'exige pas de ressources extraordinaires, mais seulement le courage ordinaire d'appliquer des principes intemporels avec une constance extraordinaire. Marc Aurèle gouvernait un empire, mais ses plus grandes réalisations se sont produites dans le silence de ses réflexions nocturnes, où il transformait les expériences en sagesse, les obstacles en force et les responsabilités en opportunités de croissance. Ce que vous ferez de cette compréhension dépend entièrement de votre volonté de traduire la prise de conscience en action, la connaissance en pratique, l'inspiration en transformation quotidienne. Carl Jung observait que la rencontre avec soi-même est l'une des expériences les plus désagréables que l'on puisse éviter en projetant tout ce qui est négatif sur le monde extérieur. Mais vous avez choisi de ne pas l'éviter. Vous avez choisi de regarder honnêtement où vous avez gaspillé votre vie et, plus important encore, où vous pouvez commencer à la construire consciemment. Chaque matin où vous vous réveillez avec intention, chaque soir où vous vous couchez avec le sentiment d'avoir contribué à quelque chose de plus grand que vous-même, chaque décision que vous alignez avec vos valeurs les plus profondes est un vote de confiance dans la personne extraordinaire que vous vous engagez à devenir. La vie dont vous avez toujours rêvé n'attend pas des conditions parfaites. Elle attend votre décision de la créer avec les matériaux imparfaits disponibles aujourd'hui. La transformation réelle commence toujours par une déclaration interne que vous méritez une vie qui reflète vos potentiels les plus élevés et se poursuit par des actions quotidiennes qui honorent cette déclaration.
Écrivez dans les commentaires non seulement un mot sur ce que vous voulez construire, mais un engagement spécifique que vous prendrez dans les prochaines 24 heures pour honorer cette vision. Cela peut être de méditer pendant 10 minutes, d'éliminer une distraction, d'avoir une conversation difficile, ou simplement de vous asseoir en silence pour écouter ce que votre âme désire vraiment. Si ce contenu a résonné profondément en vous, aimez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent trouver ces réflexions quand elles en auront le plus besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de sagesse pratique et partagez-la avec quelqu'un qui est également prêt à arrêter de gaspiller du temps et à commencer à construire une vie qui mérite vraiment d'être vécue.